sortir du corps m'arrivait 2 fois, 3 fois par semaine. Je n'arrivais plus à maîtriser ce qui m'arrivait. Ah, c'était spontané? Souvent, c'était spontané. C'est-à-dire que je le veuille ou non, et c'est ce qui a marqué sur l'étiquette du livre, que je le veuille ou non, je sortais de mon corps. Sauf que je ne maîtrisais pas. Je sortais de mon corps et il m'arrivait plein de choses. Parfois, j'étais emportée dans un tunnel. Parfois, il y a un tourbillon qui me prenait, où je faisais face à des consciences. Enfin, je ne comprenais plus ce qui se passait. Julie, tu es écrivain et auteur du livre Au-delà, quand l'expérience défie la science, aux éditions Albin Michel. Dans ce livre, tu racontes comment un jour tu es sortie de ton corps sans comprendre ce qui t'arrivait et ton long parcours depuis pour comprendre ce phénomène, tenter de l'apprivoiser et découvrir comment il pouvait te guider dans ta vie. Alors pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer dans quel milieu tu as grandi, quelles étaient les orientations philosophiques, intellectuelles, spirituelles, on va dire, dans ta famille, et où est-ce que tu en étais dans ta vie avant cette première sortie de corps? Oui, donc je m'appelle Julieva et alors j'ai un parcours un petit peu éclectique. J'ai grandi dans un petit village de 300 habitants en Alsace, à la campagne. Ensuite, j'ai fait sport-études. Après le bac, j'ai décidé de m'orienter dans des études de philosophie pendant 5 ans. Parce que j'étais passionnée par la philosophie, les questions en lien avec l'esprit, la matière. J'ai fait un mémoire à ce sujet. Et après mes études de philo, je suis partie dans toute autre chose. Je suis allée dans le social. Je suis devenue éducatrice spécialisée. J'ai travaillé en protection de l'enfance. J'ai fait une année d'humanitaire en Indonésie. J'ai habité en Indonésie. Et quand je suis rentrée d'Indonésie, j'ai acheté un van aménagé et je suis partie vivre dans mon van, une vie nomade dans un van. Et en plus de tout ça, j'écris des polars depuis l'âge de 20 ans. Donc j'ai 5 livres, j'ai déjà écrit 5 livres parus aux éditions Albin Michel. Alors avant que tu nous racontes cette première sortie de corps, c'était quoi ta vision de la vie? Est-ce que tu pensais qu'on était un corps et autre chose ou pas? Alors j'avais beaucoup réfléchi à la question et j'étais pas cartésienne parce que pendant mes études de philosophie, j'ai découvert des philosophes comme Bergson qui m'ont ouvert à la possibilité que tout ne soit pas que matière et que la conscience puisse exister en dehors du cerveau. Mais tout ça pour moi c'était théorique et j'avais surtout un esprit très rationnel, beaucoup d'esprit critique. Donc à chaque fois que j'étais face à un phénomène un peu inexpliqué, quand je rencontrais quelqu'un qui vivait une expérience un peu hors du commun, j'étais un peu sceptique, j'avais besoin de trouver des preuves que la personne était sincère, qu'elle mentait pas. Donc j'avais un esprit quand même terre à terre, malgré cette ouverture et ces croyances que j'avais développées à l'université en philosophie. Mais dans le contexte, quand ma première sortie de corps s'est produite, j'étais plutôt je vivais dans mon van, j'avais décidé de revenir un peu au contact de la nature, j'avais un peu lâché la masturbation mentale de la philosophie et je me consacrais plus à mon association humanitaire. Donc j'étais pas du tout dans une démarche spirituelle ou dans une réflexion par rapport à ces questions-là. Je partais en vacances, pour tout dire. Et alors du coup, on va venir à cette première sortie de corps. Donc dans le livre, tu étais avec une amie. Et puis tu lis quelque part, je crois qu'il y a des gens qui peuvent sortir du corps et tu vas essayer toi-même, c'est ça? Non, avant ça, ça Avant m'est ça. arrivé, alors même que enfin, ça m'est arrivé un matin. On partait en vacances, j'étais au bord du lac à Vevey en Suisse. Et tout à coup, j'étais allongée. J'avais passé une super mauvaise nuit parce qu'il y avait une fête à l'extérieur avec beaucoup de bruit et c'était insupportable. J'avais très peu dormi. J'arrivais pas à me rendormir quand même parce que le soleil était déjà levé. Et tout à coup, j'ai ressenti des vibrations. Je ne savais pas ce que c'était. D'abord comme des fourmis partout dans le corps, une sensation de chaleur et j'étais paralysée. Et j'ai senti comme une masse chaude qui remontait tout le long de mon corps. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et les vibrations sont devenues de plus en plus fortes. Et cette masse chaude est remontée jusque dans ma tête. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sortie de mon corps. C'est-à-dire que j'ai eu la sensation de me décrocher, de
glissé vers le haut, comme de l'eau qui traverse une passoire, comme si mon corps était une passoire et je la traversais. Et moi, ma conscience, je me suis retrouvée à flotter dans l'habitacle du véhicule, au-dessus de moi-même, dans un état de totale légèreté. Alors, à cet instant, je ne comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. J'étais dans le noir. J'ai compris dans mes sensations que j'étais hors de mon corps, mais j'ai cru que j'étais morte. Mon premier réflexe, ça a été de me dire, mais en fait, je suis morte. Pourquoi ? Parce que tu vois ton corps. Tu dis, du coup, au début, je ne le voyais pas, mais j'étais dans le noir absolu. Okay. Au tout début, j'étais dans le noir absolu, mais j'ai senti que je suis sortie de mon corps et je me suis retrouvée dans un espace vide, hyper silencieux, plus aucun bruit, un peu angoissant. Et ok, t'es morte parce que... Alors, mon premier réflexe, comme ma famille, j'ai une partie de ma famille qui est très terre-à-terre et une partie de ma famille qui sont chrétiens. Alors, mon réflexe a été de faire appel à mon background en disant « Jésus, Dieu, il y a quelqu'un, personne, bon, ok, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais là ?» Je ne savais pas quoi faire. Puis j'ai commencé à bouger et je me suis sentie mais incroyablement légère et c'était super agréable. Et j'ai commencé à tourner sur moi-même, à rouler et j'avais jamais connu des sensations, c'était doux, je me sentais libre et j'étais trop contente. Tu voyais je voyais toujours rien. Non, je voyais toujours rien. Et c'est là que je me suis dit, mais il faut que je vois quelque chose. Pourquoi je vois rien où je suis ? Donc j'ai essayé d'ouvrir les yeux, à supposer que j'avais des yeux. Et là, pouf, je retombe dans mon corps physique, dans mon corps. Mince. Non, j'étais en train de faire une expérience, je veux la revivre, je veux ressortir. Et paf, je suis rééjectée dehors. Sauf que cette fois, je vois. Et là, je vois le toit du véhicule et je me retourne et je me vois moi-même, je vois mon corps en bas en train de dormir et je vois l'intérieur du véhicule, la personne à côté de moi et je dis ok, je suis hors de mon corps. Là, j'ai eu le déclic, je suis plus dans mon corps. Et j'ai essayé encore une fois parce que je voyais un petit peu flou, puis c'était bizarre. C'était pas exactement comme ici, par exemple, il y avait une sorte de contour lumineux autour de ma silhouette. Donc j'ai essayé encore d'ouvrir un peu plus les yeux. Et au moment où je fais ça, je retombe dans mon corps. Et cette fois, c'est mes vrais yeux qui s'ouvrent. Et je dis, oh mince, je suis sortie de mon corps. Et je réveille la personne à côté de moi. Hey, je suis sortie de mon corps. Et c'était un amant à l'époque. Et il me dit, quoi ? T'es sortie de ton corps ? Oui, je suis sortie de mon corps. Qu'est-ce qu'elle me raconte ? Oui, bon, on en parlera plus tard. Il était fatigué. Moi, j'étais, mais quand même, je suis en train de lui dire le truc le plus dingue qui m'est arrivé de ma vie. Je suis sortie de mon corps et lui, il s'en fout. Et bon, j'ai gardé ça pour moi. Et plus tard, j'en ai discuté avec ma meilleure amie et on a essayé de débriefer un peu ce qui m'était arrivé. Est-ce que je suis vraiment sortie de mon corps ou est-ce que j'ai rêvé ? Est-ce que j'ai halluciné ? Parce que dans l'instant, c'était hyper réaliste. C'était vraiment hyper réaliste. C'était aussi réel que maintenant. Donc pour moi, c'était vraiment un point d'interrogation. Qu'est-ce que j'ai vécu ? Et c'est là que j'ai commencé à lire un livre à ce sujet. C'était quoi comme livre ? C'était, alors j'avais pris ce livre au hasard, Manuel des sorties hors du corps d'Akena, Annick Cherville, parce que Akena c'est un pseudonyme, et elle c'est une grande, on appelle ça les expérienceurs, les personnes qui sortent de leur corps. C'est une femme qui est sortie de son corps pendant plus de 40 ans, et donc elle avait compilé ses expériences et elle donnait des techniques dans ce livre. Et la première technique qu'elle donnait, moi je lisais le livre parce que j'essayais de comprendre, mais tout de suite, en lisant le livre, je me suis dit c'est fou parce qu'elle décrit ce que j'ai ressenti. Donc j'ai vu une corrélation entre mon expérience et ce qui était écrit. Donc ça, c'était assez impressionnant pour moi. Cette histoire de yeux qui s'ouvrent, elle disait, si vous pensez à vos yeux, à votre corps, vous allez revenir dans le corps. Elle parlait des vibrations. Elle appelait ça l'état vibratoire. Tout ce que j'avais ressenti, cette chaleur, puis il y avait des bruits stridents. Quand il y avait des vibrations, j'avais l'impression qu'il y avait des casseroles qui s'entrechoquaient dans mes oreilles. Tout ça, elle en parlait. Et donc, elle donnait une technique. La première technique était toute simple, qui était la programmation, qui, selon elle, consistait à discipliner l'inconscient pour vivre une sortie du corps dans la nuit. Et cette technique consistait juste à répéter « Cette nuit, à 5h du matin, je sors de mon corps. Cette nuit, à 5h du matin, je sors de mon corps. » Donc, en vacances, pendant ma randonnée, je répétais « Cette nuit, à 5h du matin, je sors de mon corps. » Avec ma meilleure amie à côté qui disait « Bon, elle est devenue marteau, celle-là, elle fait n'importe quoi. » J'ai dit « Moi, j'essaye, on verra bien. » Donc, j'ai répété, j'ai juste fait ça. Et la nuit qui suit, rebelote. Les vibrations,
je sors de mon corps, sauf que cette fois, je reste pas dans le van, je suis emportée hyper loin tout de suite. Juste quand tu dis à 5 heures, tu te réveilles? Eh ben, je me suis réveillée de manière assez naturelle. Tu te réveilles, mais quand ouais. tu sors de ton corps dort ou qu'est-ce qui fait que tu dors? Alors, je me suis réveillée. Je sais plus si je suis allée aux toilettes, parce qu'après j'ai repratiqué de nombreuses fois. Je bois un verre d'eau, je vais aux toilettes, je me rallonge, je me détends, je bouge pas. Il faut rester complètement immobile en fait. Il faut que le corps soit paralysé pour que ça se produise. Donc je reste complètement immobile. Au début, je me suis dit bon, j'attends, il se passe rien, on reste immobile, on attend. Et au bout d'un moment, on commence un petit peu à somnoler. Et là, on commence à sentir des fourmillements, des sensations un peu bizarres. Et puis tout à coup, paf, il y a l'état vibratoire qui se déclenche. Des fois, on se rendort un peu et on a l'état vibratoire qui se déclenche. Et là, on sort. Est-ce que tu saurais dire combien de temps ça dure entre ces premiers fourmillements et la sortie? Ça dépend vraiment, ça dépend vraiment. Aujourd'hui, là, je te parle à l'heure actuelle parce que j'ai appris un peu à provoquer le phénomène et à le maîtriser. J'arrive à le faire en 45 minutes à peu près. Ça me prend 45 minutes. Ouais. C'est quand même long. C'est long, ouais, c'est long et en même temps c'est court parce qu'il y a des personnes qui essayent pendant des semaines d'avoir une sortie de corps. Moi je sais que si je commence le processus et que j'ai bien fait tout ce que je dois faire, si j'ai mis en place donc des méditations, des relaxations pour relâcher le corps, puisqu'il faut vraiment que le corps soit endormi, complètement endormi, mais la conscience doit rester éveillée. Oui, excuse-moi, quand je disais 45 minutes, c'est à partir du moment où ça fourmille? Non, voilà, à partir du moment où je décide de sortir de mon corps. Okay. Non, à partir du moment où je commence à sentir les vibrations, là, ça peut prendre 30 secondes. Hein. Ouais, d'accord. Ah, oui, ça peut prendre 5 minutes, mais ça peut prendre 30 secondes. Des fois, je ressens un état vibratoire et pouf, je sors. Ça se fait presque instantanément. Alors, bien sûr, dans ton livre, on ne va pas dévoiler tout le livre. Hein. Il y a juste quelques extraits, entre guillemets, dont j'aimerais parler avec toi. Et puis sur le sujet de la sortie hors du corps et de ce qu'on sait scientifiquement de tout ça. Il se trouve que tu as actuellement un compagnon et tu racontes dans le livre, en fait, comment tu vas le rencontrer. Et c'est assez dingue, en fait, parce qu'on dirait que tout concourt à ce que tu le rencontres. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ce qui s'est mis en place? Ouais, je reviens toujours pas aujourd'hui de comment les choses se sont produites, on dirait que c'était tracé. C'est pas du tout rationnel de dire ça, mais pas du tout scientifique en tout cas. Mon conjoint, je l'ai rencontré. Alors, mon conjoint sort de son corps aussi. À la base, c'était quelqu'un de très cartésien, de terre à terre, pas de croyance, il n'avait pas d'attache pour la spiritualité. Il était restaurateur et lui, un jour, il est sorti de son corps après avoir fait un stage. Déjà, il faut dire qu'il s'était intéressé à ce sujet parce que sa grand-mère était en train de mourir. Et à ce moment-là, c'était compliqué pour lui de se dire mais il n'y a rien après la mort vraiment. Donc, il avait lu sur Internet des récits, il avait entendu parler des expériences de mort imminente et il était tombé par hasard sur un stage de sortir du corps qui avait lieu à côté de chez lui. Et il s'est dit bon, allons-y. Il a été à ce stage. Au début, il a été un peu perdu parce qu'il s'est retrouvé à côté de personnes qui parlaient de chakras, de guides, d'âmes, de réincarnation. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais il a été, il a été consciencieux, il a fait les exercices et le 4e jour, il est sorti de son corps. Et pour lui, ça a été la révolution parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait une conscience indépendante du cerveau, qu'il pouvait voyager hors de son corps et donc que toutes les croyances qu'il avait bâties sur tout n'est que matière, nous sommes des êtres matériels, il n'y a plus rien au moment de la mort, tout ça, ça a volé en éclats. Ça doit être un sacré choc. Hein, pour lui, ça a été un choc. Ça a révolutionné sa vie. Parce qu'à partir du moment où sa vision s'est transformée, il a revu aussi toutes ses valeurs, tout ce qui avait de l'importance dans sa vie. Par exemple, il est devenu aide-soignant. Il a décidé de s'orienter sur la fin de vie des personnes. Toute sa vie a changé. Et pour lui, ça a été beaucoup plus radical que pour moi. Donc, il avait fait ce stage. Et moi, dans mon parcours, à un moment donné, la sortie du corps m'arrivait 2 fois, 3 fois par semaine. Je n'arrivais plus à maîtriser ce qui m'arrivait. Ah, c'était spontané? Souvent, c'était spontané. C'est-à-dire que je le veuille ou non, et c'est ce qui a marqué sur l'étiquette du livre, que je le veuille ou non, je sortais de mon corps. Sauf que je ne maîtrisais pas.
Je sortais de mon corps et il m'arrivait plein de choses. Parfois, j'étais emportée dans un tunnel. Parfois, il y a un tourbillon qui me prenait, où je faisais face à des consciences. Enfin, je ne comprenais plus ce qui se passait. Est-ce que c'était anxiogène ou... C'était un peu anxiogène. Ouais. Parce que moi qui aime bien contrôler les choses, je contrôlais rien. Et surtout, c'était déstabilisant parce que ça posait tellement de questions sur la réalité. Qu'est-ce que la réalité ? Qui je suis ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ces choses que je vois ? Et moi qui ai l'esprit philosophique, donc je me posais 1000 questions. Et j'ai ressenti le besoin à un moment d'apprendre des techniques, d'apprendre à maîtriser un peu plus pour arriver déjà à contrôler mes déplacements, ne serait-ce que ça. Et j'ai fait ce stage. Le même ? Non, c'était 1 mois plus tard, 1 ou 2 mois plus tard. J'ai fait ce stage et j'ai fait les exercices. Et à un moment donné, pendant le stage, l'enseignant parle à quelqu'un d'autre et il dit « Ah, mais Julie, elle a de grandes capacités. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont ce genre de capacités, comme Adrien au mois d'août. » Et quand j'entends le prénom Adrien, il y a une voix qui me dit « Adrien, il faut que tu le rencontres. » Alors mon premier réflexe a été de me dire « Waouh, non, c'est quoi cette voix ? Je ne veux pas entendre des voix, je vis des sortir du corps, c'est déjà assez déstabilisant, je ne veux pas entendre de voix. » Et cette voix, elle était comment ? Masculine. Masculine ? C'était une voix d'homme un peu grave. « Adrien, il faut que tu le rencontres. » Et j'ai dit non, enfin j'ai ignoré. Voilà, déni total, je n'ai rien entendu. Et je fais comme si rien n'était. J'écoute la suite de la conversation et cette voix recommence. « Adrien, il faut que tu le rencontres. » Ah, je préfère ignorer à cet instant. Et les jours suivants, je fais comme si c'était rien passé parce que c'était trop déstabilisant pour moi d'entendre une voix. Et en même temps, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est fou. Ça n'arrive pas à tout le monde. Oui. Tu te dis pas, faut quand même que j'aille voir ce qui se passe. Puis c'est complètement... Enfin, Adrien, c'est qui Adrien ? Il parle d'un mec qui s'appelle Adrien, que je connais pas, qui était là il y a 2 mois. Ok, enfin voilà, mais je connais pas, enfin d'où ça sort ce truc ? Et un jour, je fais une sortie de corps où je vois la Sainte-Victoire. La Sainte-Victoire, c'est une montagne qui est magnifique près d'Aix-en-Provence. Et je la vois dans ma sortie de corps. Et c'est ma première vérification parce que je ne connaissais pas du tout la Sainte-Victoire. Et quand je reviens dans mon corps, dans mon van, et que je prends la route, je vois que la Sainte-Victoire est juste à côté de mon van. Et ça a été ma première preuve que j'hallucinais pas. Parce qu'en fait, je n'avais jamais vu cette montagne. Et je l'ai vue en sortir du corps. Mon van était garé à 500 mètres d'un spot où on pouvait la voir. Donc j'ai décidé de faire une randonnée. J'ai grimpé au sommet de la Sainte-Victoire. Et là, je partage mon expérience sur le groupe des stagiaires. Donc tous les stagiaires étaient rassemblés sur un groupe en disant j'ai obtenu ma première vérification, je suis trop contente, je suis sur la Sainte-Victoire. Et là, je vois une réponse de quelqu'un qui s'appelle Adrien et qui me dit « Coucou, j'habite pas loin, je vois la Sainte-Victoire depuis chez moi, si tu veux passer boire un thé à la maison, te fais la bienvenue. » Et là, j'ai mon cœur qui se met à battre, j'ai Adrien. J'ai fait le lien directement. Et je me suis présentée chez lui. Quelques jours plus tard, je suis allée chez Adrien et en fait, quand on s'est vus, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Je ne peux pas expliquer ça parce que c'est des choses qui ne m'arrivaient jamais avant de vivre mes sorties du corps. C'est assez fou. Mais les deux, on a eu ce sentiment de se connaître. Et il m'a avoué, lors de cette première rencontre, que lui, quand il avait vu mon récit sur le groupe, il a eu une forte intuition, comme une voix qui lui a dit « il faut que tu la rencontres ». Est-ce qu'aujourd'hui, donc depuis vous êtes ensemble, etc., ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu en sais plus sur ces phénomènes, enfin entre guillemets? Je sais pas qui a voulu qu'on se rencontre, je sais pas si c'est une partie de nous-mêmes. On parle, aujourd'hui des fois on entend parler de l'âme, ou on entend parler des guides, je sais pas. Mais je crois qu'il y a une dimension invisible puisque j'y ai accès en sortir du corps. Et je crois que dans cette dimension, il y a tout un tas d'aide. On reçoit de l'aide. Et je pense qu'on a été aidés parce qu'on devait se rencontrer à un moment donné. Et je pense que ça faisait partie de notre chemin de se rencontrer.
J'ai l'impression avec mes expériences qu'on a tous un chemin un petit peu à suivre et qu'on a des rencontres qui sont prévues sur la route. Et même, j'ai aussi l'impression qu'on se rencontre en amont. Quand on lit mon livre, on comprend pourquoi. Et je pense que j'ai l'impression qu'Adrien et moi, on se connaissait déjà. On se connaissait d'ailleurs. Ce sentiment, ouais, voilà, de déjà se connaître. Et c'est incroyable en fait cette relation parce que tout de suite, par exemple, j'ai expérimenté un phénomène, la télépathie. Jamais j'avais expérimenté de la télépathie avant. Avec Adrien, on est télépathe. Je peux pas expliquer comment ça fonctionne, vraiment, je ne peux pas. Mais on peut identifier des phrases entières dans l'esprit de l'autre. Et des choses qui ne sont pas bateaux, des choses complexes. Mais toutes les semaines, ça nous arrive. Alors des fois, quand on veut avoir une intimité, c'est pas pratique. Mais on est télépathes l'un avec l'autre. Et je peux pas expliquer pourquoi. Donc tes expériences répétées de sortie hors du corps vont te permettre de mieux comprendre où tu te trouves. Le temps semble y être différent. Effectivement, c'est ce qu'on comprend dans ton livre. Et cette dimension, c'est pas juste un reflet de la dimension physique, c'est pas juste une espèce de copie pâle, parce que tu expliques que tu vois parfois des objets, parce qu'effectivement tu vas faire des expériences avec des scientifiques pour essayer de comprendre ce qui se passe, et enfin surtout comprendre où tu es. Et en fait, c'est pas juste une réplique, tu vas avoir des objets qui appartiennent parfois au futur, que tu vas voir plus tard dans la vie, ou au passé qui ne sont plus encore là. Comment tu vois cette dimension aujourd'hui, du coup, pour toi, qu'est-ce que c'est ? Un grand mystère. Déjà, j'ai pris conscience qu'il n'y avait pas qu'une dimension. Tu dis, qu'est-ce que c'est cette dimension ? En fait, en sortir du corps, j'ai constaté qu'il y a plein de dimensions. Comme un millefeuille, j'en parle dans mon livre, comme un millefeuille. Et il existe apparemment plein de dimensions, et là où on est, cette réalité physique en est une. Et ici, c'est un peu la dimension la plus solide, une des plus solides, des plus denses. Et de l'autre côté, en sortir du corps, on va explorer des dimensions plus subtiles. Moi, j'aime bien parler de fréquences qui sont à des fréquences différentes, comme des chaînes radio sur des ondes différentes. Et quand je sors de mon corps, je suis d'abord dans une dimension très proche de cette dimension-là, mais invisible pour nous ici. Si moi je sors de mon corps maintenant dans cette pièce, tu vas plus me voir, mais moi je vais continuer à te voir. Et dans cette dimension-là, je pense que c'est aussi cette dimension dans laquelle, par exemple, des défunts peuvent se manifester à nous, puisqu'on reste très proche, on a accès à ce qui se passe, mais c'est invisible pour nos yeux ici. Et dans cette dimension-là, c'est pas une copie, comme tu l'expliques, parce qu'il y a quelque chose, alors je sais pas exactement comment le qualifier, mais peut-être qu'on pourrait dire énergétique. En tout cas, quand on perçoit les objets, quand on perçoit les lieux, il y a une dimension d'information. Les lieux contiennent des informations. Les objets sont liés à un champ qui contient des informations. Quel genre d'informations ? Ça peut être plein d'informations. Par exemple, si je vais... ça va paraître perché. Si je vais dans l'espace, je peux accéder au nom des planètes. J'ai les informations qui me parviennent. Je peux accéder dans un lieu et savoir, dans ce lieu, il s'est passé un drame. Comme les médiums le ressentent parfois. Je pense que les médiums ont accès à ce champ d'information, à ce champ énergétique, à ces champs énergétiques qui entourent les objets, qui entourent les lieux, qui sont associés aux personnes même. On peut aussi recevoir des informations sur les personnes. Quand tu les regardes et que tu émets l'intention, tu reçois des informations au sujet de ces personnes. Il y a des gens, ils voient les maladies dans le champ des personnes. Moi, ça m'est jamais arrivé. On peut ressentir l'état de pensée des personnes, à quoi ils sont en train de penser, ce genre de choses. Et ce qui est très surprenant, c'est que les objets, quand ils ont été longtemps dans un endroit, laissent une trace dans cet endroit, une empreinte. Et nous, en sortir du corps, parce que je ne suis pas la seule, on perçoit ces traces-là. Donc, on voit des objets appartenant au passé. Donc quand on rentre dans une pièce, on va non seulement voir les éléments de cette pièce, mais on va aussi voir les objets qui étaient là avant. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, parce qu'il y a eu des protocoles, alors en France, il peut y en avoir beaucoup, mais peut-être plus aux États-Unis. En Suisse. Et en Suisse, d'accord. Pour justement aller vérifier ces sorties de corps. Pareil, c'est un peu le même sujet que les expériences de mort imminente, où les gens sortent de leur corps, sauf qu'ils reviennent et c'est pas le même contexte. Et en gros, il y a eu des phénomènes où effectivement on a posé des objets cachés dans des pièces, sauf qu'en fait ça marchait pas toujours.
Et en fait, on comprend que... Alors, pareil, il faut pouvoir décider où on se déplace. J'ai l'impression que c'est pas si simple. Ouais. Il y a énormément d'obstacles. Moi, j'ai participé à un pré-test de protocole scientifique et le but, c'était justement d'aller identifier un objet situé dans une autre pièce. Et on a beaucoup réfléchi comment mettre en place le protocole pour que ça soit plus facile pour nos expérienceurs. On était 2. Et c'est hyper compliqué parce que de l'autre côté, on voit les choses différemment. Nos perceptions ne sont pas les mêmes. Déjà, on n'utilise pas un corps physique. On utilise une autre forme de corps, un corps subtil, certains l'appellent le corps astral. C'est un corps qui n'a pas les mêmes propriétés. Et par exemple, ce corps-là, quand moi je suis à l'extérieur, de l'autre côté, je peux zoomer sur les objets, je peux traverser les objets, je peux voir à travers le mur. Donc je peux voir, par exemple, dans mon van, je voyais la laine de verre entre la paroi, on peut voir ce qu'il y a entre. Et parfois, c'est très difficile d'identifier un objet parce qu'on ne voit pas la même chose. C'est-à-dire, on va voir un objet, on va dire « Ah bah tiens, c'est fait en verre, ça a telle forme », mais on est incapable de dire « c'est une bouteille ». Mais alors, quand tu le vois, si tu n'arrives pas à dire que c'est une bouteille, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les caractéristiques de l'objet. Et tu n'arrives pas à comprendre ce que c'est? Non, pas forcément. Tu peux, mais pas forcément. Quand j'ai fait des essais, par exemple, mon conjoint cachait des objets au-dessus de l'armoire dans un carton. Ça, je le raconte dans le livre. Et j'étais face à un objet, donc je suis sortie de mon corps, je suis allée voir, et je me suis retrouvée face à un objet qui ressemblait à une banane. C'était en 2001, de couleur un peu jaune, pâle, et il me dit « mais c'est pas une banane, mais je sais pas ce que c'est que ce truc ». Je voyais la taille, je voyais la couleur, je voyais la forme, mais je ne savais pas ce que c'était. C'était flou, tu vois, ça se délite, c'est un peu mouvant comme ça. Donc je suis revenue dans mon corps et j'ai dit, j'ai vu un truc qui ressemble à une banane, mais c'est pas une banane, mais je peux pas te dire ce que c'est. Et en fait, c'était une lune en bois. Mais j'avais pas pu dire c'est une lune en bois. Pendant le pré-test, j'ai refait la tentative avec un autre objet. Je suis arrivée, j'ai vu l'objet. J'ai dit, ah bah c'est un petit objet, il rentre dans la paume d'une main. Ah, il est cassant, il est de couleur laiteuse. Oh, il fait à peu près 1 centimètre d'épaisseur. Impossible de dire ce que c'était. Mais voilà, je ramène les caractéristiques de cet objet. Finalement, l'objet, c'était un coquillage. Mais dans l'instant, je ne pouvais pas dire c'est un coquillage. J'avais accès à certaines informations liées à cet objet, mais je ne vois pas le coquillage. C'est comme un jeu de piste, c'est assez bizarre. Si tu vois une personne que tu connais, ton conjoint par exemple, tu l'identifies? Là, je l'identifie tout de suite, ouais. Est-ce que tu as réussi à différencier pourquoi tels objets, tu ne vas pas réussir à les différencier et pourquoi d'autres? Est-ce que, c'est une bonne question que je pose, est-ce que s'il y a un affect, ça va t'aider à l'identifier et s'il n'y en a pas, c'est plus compliqué? Je ne sais pas, je te pose la question. Moi, j'ai l'impression que la perception que j'ai, c'est une reconstitution. Je vais prendre une comparaison. Quand tu es dans la réalité physique, ton cerveau opère un filtre. Il va recevoir plein de stimuli visuels, auditifs, olfactifs, et il va te donner une image de la réalité. Mais on sait que cette réalité-là, elle n'est pas telle qu'on la voit, puisque les animaux, des fois, perçoivent des choses que nous ne perçoit pas, les infrarouges, les ultraviolets, la chaleur. Donc, notre vision de la réalité, elle est en partie filtrée, déterminée par ce que notre cerveau nous retransmet. Quand je suis de l'autre côté, j'ai l'impression que le corps astral, il fait exactement la même chose. Il va capter des informations et il va essayer, avec ces informations, de bricoler pour nous amener à percevoir, à nous donner une image de ce qu'on perçoit. Sauf que ce corps astral, il n'est pas du tout adapté à cette dimension-là. J'ai réalisé que pour voir correctement cette dimension, il faut un corps physique, il faut un cerveau. On est dans la matière, donc il faut un corps de matière pour pouvoir voir la réalité matérielle. Mon corps astral, c'est un peu comme quand je vais sous l'eau. Il n'arrive pas bien à percevoir les choses, donc il reconstitue, il essaye de me proposer un truc avec ce qu'il capte. Mais comme il capte à la fois les objets et à la fois les pensées, les informations, tout ce qu'il y a autour de ces objets, il n'y arrive pas forcément. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Et si je suis arrivée à cette conclusion-là, c'est parce que si maintenant je change de plan et que je vais dans des dimensions sur des plans qui ne sont pas faits de matière solide, mais de réalité subtile, de la même matière que mon corps astral, il voit parfaitement net. Et il voit les objets parfaitement nets, il n'y a aucun souci. Parce qu'il est adapté à ces plans-là. Parce que son mode de représentation, son mode de perception est adapté à ces plans-là. Alors que quand il est ici, il est comme un poisson qu'on sort de l'eau.
Dans les témoignages d'expériences de mort imminente, il y a beaucoup de personnes qui expliquent que quand ils sont sortis de leur corps, il y a eu un moment où ils ont capté des informations en masse, j'ai envie de dire, comme s'ils disent, comme si je savais tout depuis toujours jusqu'à la fin des temps, enfin bon bref, mais qu'à partir du moment où ils rentrent dans leur corps, ils se rappellent qu'ils ont su, mais ils ne se rappellent pas de quoi. Est-ce que tu vis ce genre de choses? Très très souvent. C'est très frustrant. Ah, c'est hyper frustrant. Et même, parce que comme ça m'arrivait très souvent aujourd'hui moins, j'obtenais des informations et j'essayais de me dire, ok, ça, il faut que tu t'en souviennes, il faut que tu t'en souviennes. Et donc, je revenais à mon corps physique et j'essayais, au moment où je reviens à moi-même, je me répétais, tu te souviens, tu te souviens, tu te souviens. Et au moment où je me réimbrique, paf, ça part. Et là, je fais, ah, c'est vraiment, je n'y arrive pas. C'est au moment où mon corps revient dans le cerveau, le truc s'en va. Et pourtant, je répète, vraiment au moment pour arriver à m'en souvenir et ça part quand même et c'est hyper frustrant. Et avec l'expérience, ça s'améliore pas? Ça s'améliore, mais j'ai l'impression qu'il y a des infos avec lesquelles je ne peux pas revenir. C'est impossible, c'est ça? Est-ce que c'est parce que j'en ai pas l'autorisation? Est-ce que c'est parce que c'est trop grand pour moi? Parce qu'en fait, c'est des informations qui sont tellement extraordinaires, tellement vertigineuses, tellement déstabilisantes que peut-être que ça serait pas bon pour moi de revenir avec ça. Peut-être que mon psychisme il le supporterait pas. Par exemple, typiquement un jour, j'ai fait une sortie hors du corps. J'étais dans l'espace, ça m'arrive très souvent d'aller dans l'espace. C'est pas moi qui aime l'espace, mais je vais souvent là-bas. Et là, un être m'a emmené quelque part dans un monde. Et je sais que je suis allée dans ce monde-là. Je sais qu'on m'a emmenée là-bas. Je sais que j'ai vu des choses. Mais à partir du moment où je suis revenue dans mon corps, tout s'est effacé. Alors, première question, cet être, est-ce que tu l'as vu? Enfin, ça ressemble à quoi? Vaut mieux pas que je le décrive ici. C'était pas un être d'une apparence humaine. De l'autre côté, on voit pas. C'est pas que dans la multidimensionnalité, dans toutes ces dimensions, il y a plein de formes différentes. Il y a des êtres qui se présentent sous la forme de boules lumineuses. Il y a des êtres, c'est des silhouettes lumineuses. D'autres, c'est des nuages un peu sombres. Et d'autres encore qui appartiennent plus à ce qu'on pourrait dire l'ufologie. On en croise aussi. C'est très étrange. Moi, je suis absolument pas branchée ufologie à la base. Ufologie, c'est tout ce qui concerne les extraterrestres. C'est pas du tout mon domaine. Mais je dois reconnaître qu'en sortir du corps, on vit des phénomènes étranges liés à l'ufologie. Et d'ailleurs, oui, c'était une autre question que je voulais te poser. Si tu as ces êtres qui arrivent vers toi, comment ça se passe au niveau de tes émotions? Est-ce que tu ressens des peurs, comme quand tu es dans ton corps, ou pas? Parce que souvent, quand on lit des témoignages d'expériences de mort imminente, pour le coup, on a l'impression que le système émotionnel n'est plus le même, qu'il n'y a plus peur. Est-ce que c'est ton cas? Oui, c'est tout à fait mon cas, notamment pour la peur. Quand je suis hors de mon corps, la peur disparaît. C'est assez inexplicable, c'est plutôt très agréable. Je n'ai plus peur, il peut m'arriver n'importe quoi, je n'ai pas peur. Je peux ressentir un sentiment d'alarme intérieure. Là, je ne vais pas m'aventurer, vaut mieux pas. Mais j'ai pas peur. Ça peut intéresser aussi tes auditeurs. Les TOC disparaissent. Parce que tu as des TOC? J'ai eu un TOC pendant un certain temps et en sortir du corps, je ne l'avais jamais. J'étais libérée de mon TOC. Donc la supposition que j'ai faite, c'est que dans cet état-là, on se libère de certaines choses qui sont le propre du cerveau. Et peut-être, et du corps physique. Peut-être que la peur, c'est une émotion liée au corps. Et à la survie du corps, exactement. Donc non, j'ai pas peur. Et ces êtres-là, alors moi j'ai eu la chance de tomber souvent sur des êtres sympathiques. C'est pas le cas de tout le monde, mais les êtres que j'ai rencontrés de l'autre côté, pour moi ça a été assez dingue parce que j'ai eu des rencontres qui m'ont gorgé d'amour. Alors encore un mot cliché. C'est des expériences que j'ai pas forcément relatées dans le livre parce que j'ai pas pu tout mettre, qu'il fallait que je me concentre sur le nombre de pages qui m'étaient imparties. Mais j'ai eu la chance de l'autre côté de rencontrer des êtres d'une sagesse et d'un amour et d'une acceptation totale à mon contact qui, moi, m'a bouleversée. Je ne pensais pas que c'était possible d'avoir autant de sagesse et de dégager autant de bienveillance, de douceur, un peu comme ce que décrivent les personnes qui vivent des expériences de mort imminente, mais je ne pense pas avoir
éprouver des états similaires à eux, d'amour total, de fusion avec tout ça, je ne l'ai jamais éprouvé. Mais j'ai rencontré des êtres qui m'ont impressionnée et qui m'ont fait dire que j'étais toute petite, que moi, j'étais vraiment toute petite et qu'il y avait bien plus grand que moi et des êtres d'une grandeur et d'une magnificence incroyable. Et alors, pour revenir justement à la question juste avant, enfin avant que je te pose cette question sur les émotions, cet être qui t'emmène visiter des mondes et qu'en fait tu ne t'en rappelles pas, à ton avis, pourquoi il y a des choses dont tu te rappelles? Donc tu te rappelles que tu allais visiter un monde, mais tu ne te rappelles pas du monde. Pourquoi, à ton avis, et quel est l'intérêt du coup de t'envoyer visiter des mondes si c'est pour ne pas t'en rappeler? Alors c'est des hypothèses que j'ai faites. Cette sortie hors du corps, j'avais demandé qu'on me montre d'où je venais. Ah oui, donc il faut préciser qu'avec le temps, tu arrives à orienter Exactement. Ce que tu vas vivre. Avec le temps, au début je contrôlais rien, et avec le stage, avec la pratique, en rencontrant d'autres personnes, j'ai réussi à mieux maîtriser le phénomène et à définir mes objectifs. Ça marche pas toujours, mais je peux faire des demandes et parfois elles sont exaucées. Parfois, c'est à quelle fréquence? 1 fois sur 3, à peu près. 1 fois sur 3. Et là, j'avais demandé à savoir d'où je viens. Et je pense, je fais l'hypothèse que c'est pour me protéger justement que je suis pas revenue avec l'information, parce que peut-être que si j'étais revenue avec le souvenir de ce monde-là, ça aurait été trop dur de revenir, je pense. Et pourquoi tu lui as posé cette question? D'où je viens? Parce que je suis tellement curieuse, j'ai envie de savoir d'où je viens. Enfin, parce que j'ai acquis la certitude avec mes expériences que la conscience est ici dans une vie qui est une étape. Il y a un après et il y a aussi un avant. Et j'avais envie de savoir d'où je viens, quelles sont les personnes qui étaient, ou les consciences qui étaient à mes côtés avant. Et aussi parce qu'en ayant connaissance d'où je viens, je pourrais peut-être mieux savoir pourquoi je suis venue ici, quelles étaient mes motivations, qu'est-ce que je suis venue faire dans cette dimension, dans un corps physique. Donc j'avais envie d'explorer ça et de renouer avec mon identité. Parce que la sortie hors du corps, ça pose de grandes questions sur qui l'on est. Je ne suis pas ce corps-là, je ne suis pas mon identité sociale, je ne suis pas tout ce que j'ai pensé être depuis que je suis petite. Je suis bien plus grande que ça. Je suis un être spirituel en voyage dans la matière. Mais alors qui je suis? Qui je suis au final? Et ça, c'est une grande question pour moi. Donc je voulais savoir, j'essayais de savoir d'où je viens. Et j'ai eu quelques pistes, mais le souvenir total, on ne me l'a pas donné. Est-ce que tu as une idée parce que bien sûr il y a plein de gens qui vivent des sorties hors du corps, surtout quand on parle maintenant. Est-ce que tu as une idée de pourquoi on ne se rappelle pas? Pourquoi on arrive entre guillemets vierge dans ce monde alors qu'a priori c'est pas le cas? J'ai des suppositions. Bien sûr, de toute façon, tout n'est que supposition à ce stade. C'est pas du tout vérifiable. Oui, mais comme je te dis, j'ai l'esprit rationnel. Je fais bien la distinction entre les choses que j'ai réussi à prouver ou qui sont plutôt solides parce qu'il y a beaucoup de données accumulées, et les choses qui sont plus de l'ordre vraiment de la croyance parce que quelques expériences me font dire que. Et j'ai cru comprendre avec mes expériences qu'on a choisi de venir ici. C'était un choix. Des fois, on se dit mais pourquoi je suis venue ici, et pourquoi souvent choisir une vie avec autant d'épreuves, autant de souffrances. Il faut être un peu maso. Et oui, mais on a choisi d'être là. Ça, j'en ai pris conscience en faisant mes expériences hors du corps. Ça reste une croyance. Et qu'est-ce qui fait qu'on a oublié? J'ai l'impression que ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'on pourrait pas vivre cette vie-là si on avait encore le souvenir de tout ça. Parce que quand je suis de l'autre côté, il m'est arrivé d'aller dans des mondes qu'on pourrait dire des mondes de défunts, enfin des mondes où il y a des personnes qui étaient sur Terre et elles sont mortes, enfin du coup elles sont pas mortes, mais elles sont passées de l'autre côté et après elles vivent sur des plans ensemble où elles continuent leur évolution. Et ces mondes-là, quand moi je les ai perçus, ils étaient souvent très lumineux, dans des atmosphères de paix, l'amour, des mondes, je ne sais pas si on peut appeler ça le paradis, il y en a plein, mais qui sont en tout cas fort agréables, et on ne rencontre pas la dureté de cette expérience-là. Et je pense que si on n'avait pas cette expérience terrestre-là, il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas expérimenter. Dans ces mondes, on ne souffre pas. Ici, on fait l'expérience de la souffrance. Mais cette expérience de la souffrance, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Elle nous apporte qu'on va se dépasser, qu'on va développer des qualités qu'on ne pourrait pas développer si on ne ressentait pas ces souffrances-là.
Ici, il y a des épreuves. De l'autre côté, tout est facile. De l'autre côté, la pensée est créatrice. Si je veux quelque chose, je le crée, je l'ai. Ici, tout demande un effort, tout est long, tout prend du temps. On doit se dépasser. Et je pense que ce contexte-là permet d'évoluer beaucoup plus vite et de faire l'expérience de plein de choses qu'on ne peut pas expérimenter de l'autre côté. Et l'oubli, c'est ce qui nous permet de vivre l'expérience à fond plutôt qu'à moitié. Si j'oublie qui je suis, d'où je viens, si j'oublie ces mondes-là, je vais vivre cette expérience beaucoup plus intensément et je vais pouvoir déployer plein de qualités que sont le courage, le pardon. Si la personne en face de moi, je sais qu'en réalité, il n'y a rien à pardonner parce que on s'est mis d'accord que cette personne allait me blesser, il n'y a pas de véritable pardon. Le fait d'oublier tout ça nous permet d'expérimenter ces choses-là et de jouer le jeu à fond. Donc c'est l'hypothèse que je fais, c'est ce qui me paraît le plus crédible au vu de ce que je vois de l'autre côté. Et l'expérience terrestre, à mon avis, fait partie des plus difficiles parce que cet oubli nous déconnecte de qui on est et cette déconnexion est la plus grande source des souffrances. Depuis que je suis petite, moi je ressens une forme de mélancolie qui m'a toujours habitée et je ne savais pas pourquoi. Une mélancolie d'un ailleurs, d'autre chose. Et j'ai vraiment l'impression aujourd'hui, en ayant vu cet autre côté, que c'est une mélancolie de soi et de cet ailleurs. Mélancolique, beaucoup de gens en ressentent. Ouais, je pense qu'on le ressent tous à un moment donné, cette mélancolie qui habite plein de personnes. Donc l'oubli fait partie du jeu. Mais c'est terrible. Hein. Je pense que c'est terrible parce qu'on peut vraiment avoir cette... c'est l'illusion de séparation, cette impression que tout est matière, qu'on va jamais s'en sortir dans nos vies. Mais en réalité, tout ça n'est qu'une étape et rien n'est grave. Au sens absolu. Oui, au sens absolu. Dans notre réalité, il y a des choses qui sont terribles et qui m'horrifient. Mais j'ai l'impression, et d'autant plus dans les expériences de mort imminente, que les personnes qui voient l'ensemble réalisent qu'en réalité, tout a une raison. Tu dis qu'on a choisi certaines épreuves. Est-ce que tu peux aller un peu plus en détail là-dessus, à ton avis, jusqu'à quel niveau on a choisi notre destin, jusqu'à quel niveau on a aussi une marge de manœuvre? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Et en tout cas, dans mon expérience à moi, je n'ai pas la réponse. Après, je suis en ce moment en train de lire un livre qui est passionnant, qui s'appelle Expérience de naissance imminente. Donc, c'est une scientifique qui a essayé de travailler sur l'incarnation, sur comment les bébés s'incarnent, à supposer donc qu'il y ait une conscience avant cette vie. Comment a-t-elle choisi de s'incarner? Est-ce qu'elle s'est donné des missions en s'incarnant? Et c'est absolument passionnant parce que dans toutes les données qu'elle a recueillies, avec une dizaine de médiums, plusieurs familles et de femmes enceintes, il y avait toujours les mêmes choses qui ressortaient. Et le maître mot qui ressortait, c'était évolution. On s'incarne pour notre évolution. Et on n'a pas qu'une mission de vie, on va avoir une mission personnelle. Ça peut être, par exemple, affronter une certaine peur, affronter ou essayer de développer une certaine qualité. Ça peut être des missions en lien avec notre famille. Et en fait, ça se cumule souvent. On est dans une certaine famille, un certain contexte pour aider un proche, pour créer des liens. Parfois, c'est des personnes qu'on retrouve, avec qui on a déjà vécu des choses. Et on peut avoir des missions collectives liées à la Terre. Ça peut être prendre soin de la planète, ça peut être ouvrir les consciences, ça peut être... il y a plein de choses en lien avec le collectif. Et selon cette scientifique, les âmes qui s'incarnent ici définiraient une sorte de plan en disant moi dans cette vie-là, j'ai envie d'aller plus travailler cet aspect. Et notre réalité devient un terrain d'expérience pour aller développer ces aspects-là. On peut y arriver ou ne pas y arriver. D'ailleurs, c'est pas grave. C'est un terrain d'expérience où on tente de se dépasser et de donner le meilleur de soi-même, mais c'est pas grave si on n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu penses de la notion de karma dans le sens où on l'entend en Occident, c'est-à-dire ce qui n'est pas vraiment le cas originel, je crois. Tu as fait quelque chose du mal, tu vas le payer en étant une victime. Enfin, toi, qu'est-ce que tu... Moi, j'ai l'impression que cette notion-là, elle est très liée à notre bagage chrétien qui est lié sur le péché, la culpabilité. J'ai l'impression que dans l'univers, il n'y a pas de notion de punition ou de péché. Je pense que c'est plutôt une question de loi de cause à effet.
Je crois qu'on... Et ça, pareil, c'est des croyances. Je pense qu'on vient expérimenter des choses et qu'à un moment donné, on va expérimenter la position de victime et que peut-être plus tard, on va vouloir expérimenter la position de bourreau pour être face à la personne dont on a été victime, pour voir un peu, pour enrichir notre vision globale de la réalité et se mettre à toutes les places. Parce que c'est pas forcément une punition. Non, pour moi, c'est pas une punition. Non, je ne crois pas que l'univers soit si malveillant, en fait. En tout cas, de ce que je constate et de ce que les expérienceurs constatent, au contraire, on a l'impression que l'univers est habité par une force très bienveillante, très douce, très aimante. Et c'est pas une force qui punit, je pense pas. Alors, tu dis ça et tout à l'heure, ça me fait penser, tu disais que tu avais rencontré des entités plutôt bienveillantes, mais que c'était pas toujours le cas. Oui. Alors, si l'univers est, entre guillemets, bienveillant, pourquoi il y aurait des entités malveillantes, même hors du corps physique? Alors, ces entités qu'on rencontre, à mon avis, c'est des entités qui, d'abord, sont en souffrance. J'ai l'impression que quand on termine cette vie-ci, si on a été en souffrance toute sa vie, qu'on meurt dans la souffrance ou qu'on emporte avec soi certaines choses qui ne sont pas réglées, de l'autre côté, ça ne va pas se régler comme par miracle. Et on va rester prisonnier de certains schémas mentaux, on va rester prisonnier de certaines émotions, on va les emporter avec nous et on va se retrouver de l'autre côté avec ce bagage-là pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on arrive à s'en libérer. Et donc ces personnes-là, ces consciences-là, on les rencontre. Et là, j'en ai rencontré beaucoup. J'en rencontre beaucoup. Donc c'est pas que elles sont pas punies d'avoir peut-être accompli, par exemple, si elles ont accompli des choses vraiment ignobles dans cette vie, viol, des choses comme ça, meurtre, elles sont pas punies. Mais le poids de ce qu'elles ont fait, elles continuent de le porter de l'autre côté. Et en même temps, tu dis qu'on peut choisir une vie où on va être le bourreau. Oui. Donc c'est pas facile non plus, c'est-à-dire qu'on choisit potentiellement une vie où on va être un bourreau, et pour autant on va se, entre guillemets, coltiner la souffrance après notre mort. Alors je ne sais pas ce qui arrive pour ces âmes-là, on va dire, qui ont choisi délibérément, mais dans ce qu'elle dit, cette chercheuse, et dans les recherches que je fais actuellement, c'est plus comme une sorte de... On va faire une pièce de théâtre ensemble et on va se mettre d'accord sur les rôles. Et moi, je vais avoir ce rôle-là et toi, tu vas avoir ce rôle-là. Et le fait que tu aies ce rôle-là va me permettre, moi, de jouer mon rôle plus à fond. Donc, c'est une sorte de, je ne dirais pas de sacrifice, mais en tout cas d'accord pour qu'une âme puisse expérimenter quelque chose. Et alors, tu parlais tu dis que tu as l'intime conviction qu'on a plusieurs formes de mission de vie, entre guillemets, à différents niveaux, différentes échelles. Toi, dans ton cas, comment tu arrives à déceler, et du coup, on pourra s'en inspirer chacun dans nos vies, quels sont, entre guillemets, les axes là où tu as voulu progresser? Comment tu fais pour ressentir, ah bah oui, effectivement, c'est surtout ça que je dois travailler? J'ai pas de réponse tranchée là-dessus parce que je suis en pleine réflexion, vraiment. Mais j'ai l'impression qu'on ressent tous parfois un certain appel vers certaines choses. Moi, je sais par exemple que l'écriture, ça a été un appel depuis que je suis toute petite. Quand j'avais 5 ans, 6 ans, je disais je vais être écrivain, j'aime écrire, ça va être ma vie. J'ai ressenti cet appel-là. Donc pour moi, c'était évident, c'était intuitif, mais c'était cet appel-là qui me disait que j'ai quelque chose à faire dans l'écriture. Après, j'ai ressenti un appel pour les enfants. Quand j'étais gamine, je disais moi je veux construire des orphelinats en Afrique, je disais ça. Et j'ai toujours ressenti cet appel, je suis allée dans la protection de l'enfance, j'ai fait de l'humanitaire, donc j'ai suivi cet appel. J'ai aussi l'impression que si on essaie de voir les choses qui se répètent dans notre vie, là où on est mis en échec régulièrement, ça peut être, peut-être, hypothèse, ça peut être quelque chose qu'on est venu travailler. Moi, j'ai remarqué que j'ai rencontré beaucoup de difficultés depuis que je suis jeune à poser des limites aux autres. J'avais tendance à beaucoup faire pour les autres et moins pour moi, ou en tout cas à m'oublier et à toujours donner la priorité à l'autre. Et j'ai eu le sentiment qu'au fil des années, j'ai appris progressivement à me donner plus de place, à respecter mes besoins, à respecter mes limites et à parler, à communiquer en toute franchise de non, là je dis non, je ne peux pas. Et avec du recul, je me dis toutes les situations que j'ai vécues m'orientaient dans cette voie-là, que c'est peut-être une qualité personnelle que j'avais besoin de travailler ou que je suis venue travailler dans cette vie. Aujourd'hui, ce que je ressens, c'est plus un appel pour la conscience. J'ai le sentiment
que ces expériences que je vis hors du corps et tous les signes qu'on m'a donnés m'incitent à partager ce que j'ai vécu, m'incitent aussi à faire des ponts avec les scientifiques, puisque c'est vraiment mon objectif aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait aussi partie d'un chemin que je me suis donné. Ou en tout cas, c'est le chemin que je choisis de me donner actuellement. Oui, parce que comment tu expliques le fait que tu sors de ton corps, ça n'arrive pas à tout le monde. Et en plus, à cette fréquence. Ouais, c'est inexplicable. Donc effectivement, il y a peut-être un indice ouais. qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. En tout cas, je trouve ça dommage de ne rien en faire. Mais encore une fois, rétrospectivement, à partir du moment où ces expériences me sont arrivées, je me suis rendu compte que depuis l'enfance, ça me titille. Depuis l'enfance, je me pose des questions sur la mort. Depuis l'enfance, je lis des livres parfois à ce sujet, en philosophie. Pourquoi j'ai choisi de faire mon mémoire sur la relation entre la matière et l'esprit? Pourquoi j'ai étudié la physique quantique, l'épigénétique? Ça m'obsédait, ces questions. Et toute ma vie, il m'est arrivé par intermittence d'avoir des phénomènes hors du commun, ponctuellement. Et en plus des sortir du corps, mais en fait, comme tout le monde. Ouais. Oui, ça peut être... je le raconte dans mon livre. Une fois, par exemple, j'étais dans mon lit et j'ai vu une silhouette à côté de moi. Et c'était une amie de ma mère qui était décédée. Et cette amie de ma mère, je la connaissais pas tant que ça, c'était une collègue plutôt. Et je la vois à côté de mon lit. Et elle me montre ses cheveux tout très beaux, soyeux, d'une couleur un peu rousse. Et je ne comprends pas pourquoi elle me montre ses cheveux. Bon, j'ai cette expérience-là, je me dis, t'as rêvé. Et j'en parle à ma mère un peu plus tard. Et là, grosse émotion, parce qu'elle m'explique que donc, son amie qui avait un cancer lui a demandé quelques jours avant sa mort de lui faire une teinture pour qu'elle meure dignement, enfin en se ressemblant, parce que ses cheveux avaient poussé à l'hôpital, etc. Et ma mère lui avait fait une teinture, sauf que ça avait capoté complètement, parce que ma mère n'est pas coiffeuse, et elle s'était retrouvée avec des cheveux un peu cacadois, enfin une couleur horrible, et elles avaient eu finalement un énorme fou rire. Elle a dit, bon, je vais mourir comme ça, c'est terrible, mais merci. Et elles avaient eu ce fou rire-là, moi je savais pas, j'avais jamais entendu parler de cette histoire-là. Et donc je raconte à ma mère, elle m'a montré que c'est bon, elle a récupéré ses cheveux, et ma mère était hyper émue, parce qu'elle s'en voulait un peu en fait d'avoir raté cette coupe de cheveux. Et à cet instant, je me suis dit, est-ce que je l'ai vraiment vue? Parce que je connaissais pas, j'étais adolescente, je connaissais pas cette histoire de coupe de cheveux. Oui, tu peux pas l'inventer. Non, je peux pas l'inventer. Donc oui, ça m'avait intriguée. J'ai eu des petites expériences comme ça. Quand j'étais toute petite, dans ma chambre, les lumières clignotaient. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Après, j'étais enfant, mais c'était presque un rituel. Je me disais, tiens, il y a mes anges qui sont là, parce qu'on me parlait d'anges à l'école, au catholicisme. Il y a mes anges, alors je discutais avec les lumières. Oui, c'était une fois, non, c'était 2 fois. Et ça répondait? Ouais, ça répondait. J'ai fait ça quand j'étais toute petite, mais pour moi, c'était presque un jeu. Et donc, j'ai eu des choses un peu bizarres qui me sont arrivées. Une fois, j'étais à l'hôpital avec le frère de ma grand-mère qui décédait. Et on était là quelques secondes après sa mort. Et je ne peux pas expliquer pourquoi. Encore une fois, j'ai vu une sorte de brume sortir de son corps. Mais je l'ai vu de mes yeux, comme je te vois là. J'ai vu une sorte de brume sortir de son corps, se redresser. Et il y avait sa conjointe qui pleurait. Et je l'ai vu enlacer sa conjointe. J'ai vu ce truc, j'ai dit, t'as halluciné, c'est pas possible. Donc, bon, j'ai vécu ça, ok, je sais pas, j'en ai parlé à ma mère, et je l'ai rangé dans un... Voilà. Et j'ai eu à plusieurs reprises dans ma vie l'impression de sentir des présences, d'accéder à des informations. Par exemple, quelqu'un me dit, ma grand-mère est décédée, et je vais obtenir une information, et ta grand-mère, elle faisait ça? Oui. Est-ce que c'est de la télépathie? Est-ce que j'ai reçu... Voilà. Donc toute ma vie, j'ai été tiraillée en fait, parce que je vivais des choses déstabilisantes, inexplicables avec notre modèle, notre paradigme actuel qui est le matérialisme. Et en même temps, j'avais cet esprit philosophique, rationnel, qui voulait tout expliquer par des lois physico-chimiques et par de la rationalité pure. Mais ça ne fonctionnait pas, j'arrivais pas à le concilier, donc c'était très compliqué. Et j'oscillais sans cesse entre ces 2 pôles, jusqu'à ce que je dise, bon,
je laisse tous ces trucs de côté, je vais faire ma vie dans un van aménagé, je vais faire de l'humanitaire, j'oublie tout ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je sors de mon corps. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ton livre, tu consacres une partie à expliquer ce que l'on connaît scientifiquement du réel. Et tu as posé beaucoup de questions à quelqu'un que tu connais. Est-ce que du coup, tu peux le faire une petite synthèse? Une petite synthèse. Oh là là, ça pourrait être un sujet de bac philosophie. C'était très intéressant de discuter avec cette personne qui souhaite rester anonyme, qui est chercheur au CNRS en physique quantique, qui est le père d'une amie. Et alors, ça va être un peu caricatural ce que je vais faire parce que je ne peux pas te résumer l'histoire des sciences en 5 minutes. Bien sûr. Mais avec l'avènement de la méthode scientifique, ça fait maintenant plusieurs siècles que les scientifiques pensaient qu'on pouvait tout expliquer du réel, qu'on pouvait tout comprendre. On s'est dit, tiens, on a découvert l'atome, ensuite on a découvert l'électron qui gravite autour du noyau, donc tout est fait de matière. On a découvert la génétique. Donc finalement, ce qu'on n'arrivait pas à expliquer, comment on devenait un être humain, c'est juste une programmation qui vient de notre ADN. On a pensé expliquer tout l'univers avec des lois déterministes, avec Newton. Et on est arrivé à un moment où on s'est dit, c'est bon, on comprend le réel, tout est matière, et le paradigme matérialiste est né. Et les scientifiques se sont peut-être un peu trop enfermés dans ce paradigme-là, c'est-à-dire qu'on a pensé que ce paradigme pouvait expliquer l'intégralité de la réalité et que tout était matière. Sauf que on a réalisé assez récemment que ce paradigme-là a été fragilisé par de nouvelles expériences. Le siècle dernier, il y a eu la physique quantique. La physique quantique, c'est le moment où les physiciens se sont rendus compte que si on descendait dans l'infiniment petit, oui, il y a l'atome, oui, il y a l'électron, oui, il y a le quark, et puis ensuite, il y a quoi? Il y a des quantas. On ne sait pas ce que c'est les quantas, mais on s'est rendu compte que la matière n'était pas faite de particules solides, et qu'il y avait des choses à l'échelle de l'infiniment petit qu'on ne pouvait absolument pas expliquer. La matière se comporte à la fois comme une particule et comme une onde, les particules s'interpénètrent. Comment deux particules peuvent s'interpénétrer? Elles restent liées si on les sépare. Et là, les physiciens se sont dit « Wow, mais en fait, on n'a peut-être pas tout compris de la réalité. » Et là, on n'y est plus. La physique classique ne suffit plus. Donc ça, déjà, ça a été une révolution dans le domaine de la physique qui fait que les physiciens ont dit « Bon, il y a plein de choses qu'on n'explique pas. On ne sait pas ce que c'est que le réel. » Et suite à ça, il y a eu d'autres phénomènes qu'on appelle dans le jargon scientifique des anomalies, qui sont venus remettre en question le paradigme matérialiste à l'échelle au-dessus de l'échelle subatomique, avec par exemple des expériences de mort imminente. Ces personnes qui reviennent avec des témoignages, j'ai eu un arrêt cardiaque, au moment où j'ai eu cet arrêt cardiaque, je suis sortie de mon corps, j'ai vu le bloc opératoire, j'ai vu ce qui se passait dans l'autre pièce, puis je suis partie dans un tunnel, etc. Et ces personnes rapportaient des éléments vérifiables par les équipes soignantes. Bon, communauté scientifique un petit peu déstabilisée, mince, mais si la conscience n'est qu'une production du cerveau, comment ces personnes peuvent sortir de leur cerveau et aller voir ce qu'il y a dans l'autre pièce? Il y a quelque chose. Mais on les a un petit peu écartés. Non, c'est anecdotique, on ne va pas trop s'y intéresser. Et il y a eu d'autres phénomènes. La lucidité terminale, des personnes atteintes de maladies dégénératives, Alzheimer, avec un cerveau complètement défaillant, qui, quelques minutes, quelques heures avant de mourir, retrouvent l'intégralité de leur capacité, alors même que leur cerveau est complètement altéré. Comment on explique ça? Si la conscience est produite par le cerveau, comment on peut réaccéder à toutes nos capacités alors que le cerveau, clairement, il est complètement détérioré? Ça interroge. Et ces anomalies se sont multipliées, les données se sont accumulées, il y a des chercheurs qui ont commencé à s'y intéresser. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on arrive vraiment à un carrefour parce qu'il y a plein d'expériences, la sortie hors du corps en fait partie, qui nous indiquent que notre paradigme matérialiste aujourd'hui est obsolète, qu'il ne suffit plus à expliquer le réel. Et on ne peut pas continuer d'écarter ces phénomènes sous prétexte qu'on ne peut pas les expliquer parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Il y a des millions de témoignages. On ne peut pas rester enfermé. La science, pour moi, c'est un esprit d'ouverture. S'il y a tant de phénomènes qui s'accumulent et qui nous indiquent que là, il y a quelque chose dans notre modèle qui ne va pas et que nos lois actuelles ne suffisent plus à l'expliquer, il faut les étudier, il faut se questionner, il faut peut-être changer de paradigme. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est là. Et la sortie hors du corps fait partie de ces phénomènes qui vont probablement,
dans les décennies à venir, impliquer un changement de paradigme. Bon, il y aura encore beaucoup à dire, mais merci déjà pour cette merveilleuse synthèse. J'ai fait de mon mieux. Ouais, non. Je suis pas scientifique. Hein, Non, mais après, il y a toute la question du financement de cette recherche et de qui a intérêt à la financer. Mais c'est ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que comme on n'accorde pas de crédit à ces expériences-là, il n'y a pas forcément les financements, il n'y a pas pour développer les recherches. Or, on a besoin d'argent pour pouvoir développer ces recherches. Donc, il faut des personnes suffisamment courageuses pour dire « moi, j'ose explorer ce champ de connaissances alors même qu'il est complètement marginalisé ». Dans ton livre, il y a un cas dont je voulais parler avec toi, c'est le cas de ton grand-père qui est décédé, auquel tu tenais beaucoup. Et du coup, bien sûr, tu as essayé de le contacter en sortir du corps. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Mon grand-père, je raconte la fin de vie dans mon livre. Il était atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc pendant plusieurs années, il était dans un état de dégénérescence, justement. Il ne se souvenait plus de rien, plus de qui j'étais. Et moi, je vivais des expériences hors du corps à ce moment-là. Et je me demandais où était passée sa conscience. Parce que moi, dans mon expérience, j'avais cette conviction, même cette certitude que la conscience existe avant, qu'elle continuera d'exister après. Et quand je le voyais lui, je dis mais elle est où sa conscience ? Est-ce qu'elle est prisonnière de son cerveau ? Est-ce qu'il souffre de ça ? Est-ce qu'il y a une partie de lui qui est encore là et qui ne peut pas communiquer ? Je me posais toutes ces questions. Et quand il est mort entre guillemets, quand il est parti, j'ai eu envie d'essayer de le retrouver. Parce qu'il y a énormément de témoignages d'expérienceurs qui ont réussi à retrouver des proches de l'autre côté, puisqu'on a accès au monde de l'au-delà. Et moi-même, j'avais déjà eu accès à des mondes où j'avais rencontré des personnes désincarnées. Je préfère utiliser le terme de désincarné que décédé. Donc je savais que ces mondes existent, en tout cas j'en avais fait l'expérience. Je savais que les personnes décédées vivaient ensemble dans ces mondes et que des amis ou des connaissances avaient réussi à les rencontrer. Et donc pendant 3 mois, c'est devenu une obsession. J'essayais tout le temps de déclencher des sorties en disant mon grand-père, mon grand-père, mon grand-père. Et ça marchait pas. Et en même temps, une partie de moi se disait non mais tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, c'est trop fou, c'est trop merveilleux. Donc j'étais un peu découragée par moments. Je l'appelais, il venait pas. J'essayais d'y aller, d'aller à lui, mais j'arrivais dans l'espace ou ailleurs. Et un jour, mon amie Sarah Besançon me dit mais tu sais que j'ai interviewé, que tu as interviewé, qui est extraordinaire, Sarah Besançon, me dit mais tu sais, elle me dit une anecdote. Elle me dit moi je crois que les défunts, pour les aider à être bien de l'autre côté, il faut penser à eux avec amour. Il faut leur envoyer de l'amour, leur donner de l'amour, parce que si on pense à eux en termes... moi j'étais inquiète, je me disais est-ce qu'il est coincé quelque part, on les ralentit, on les alourdit, ils pourront pas s'élever parce qu'ils vont être préoccupés par nos pensées. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait quand on perd quelqu'un, souvent on est dans des énergies de tristesse, de chagrin, on est obligé de passer par là. Mais quand ça dure trop longtemps, de l'autre côté, les décédés, les décédés continuent de percevoir cette tristesse, ils reçoivent nos pensées. Donc je me suis dit, tiens oui, elle a raison. Et lors d'une sortie de corps, je me suis dit, je vais me remplir d'amour. Je vais essayer. Et donc, au lieu de l'appeler, au lieu d'essayer par des techniques, je me suis juste remplie d'amour pour mon grand-père. J'ai ressenti tout l'amour que je pouvais pour lui. Et là, j'ai senti une élévation. Toutes les vibrations, l'élévation. Et j'arrive et je me retrouve dans une sorte de grande pièce très lumineuse avec des genres de dômes, avec des gens. Et lui, en face de moi, mais méconnaissable. Parce que plus du tout sa maladie, plus du tout sa forme physique au moment de sa mort, quand il était affaibli, il avait du mal à marcher. Droit, fier, grand sourire, beau. Et la première chose qu'il me dit, là je trouve ça très drôle, il me voit et il fait « Oh vin Dieu !» C'était son expression favorite, « Oh vin Dieu !» Et là, j'ai ressenti une joie énorme de le retrouver et je raconte ces retrouvailles et nos conversations dans le livre. Ça a été, c'est une des expériences les plus merveilleuses que j'ai vécues en sortie de corps et les plus réconfortantes aussi, parce qu'à partir de cet instant-là, j'ai acquis la certitude que quelle que soit la personne que je vais perdre dans cette vie, je pourrai la retrouver de l'autre côté.
Et est-ce que tu as eu avec lui des éléments, entre guillemets, de preuve que c'était bien lui? Alors, il m'a pas donné d'informations que j'aurais pu vérifier par la suite, et ça, c'est mon grand regret. J'aurais aimé qu'il puisse me dire, je sais pas, un secret que j'aurais pu aller vérifier. Ça n'a pas été le cas. Et j'ai l'impression que ça faisait pas, enfin, que de l'autre côté, leur objectif principal, c'est pas de nous donner des preuves, c'est plutôt de nous parler de choses qui peuvent nous aider, nous, dans notre vie à nous. Et, Ça a été le cas? eh ben, il m'a dit quelque chose sur la maladie d'Alzheimer, justement. Il m'a expliqué que quand je lui parlais et qu'il avait la maladie d'Alzheimer, une partie de lui entendait tout. Il voyait tout, il entendait tout. Donc moi, j'avais pensé que sa conscience, au contraire, était enfermée dans le cerveau et qu'il n'avait plus accès à rien et qu'il était prisonnier de tout ça. Et en réalité, de cette conversation, il émane qu'il aurait plutôt été déjà un peu de l'autre côté et qu'il voyait tout et qu'il entendait tout. Et avant sa mort, moi, je lui parlais de mes expériences hors du corps. Je lui disais, j'ai vu des mondes, c'est beau, tu peux lâcher, ça va bien se passer. Et je lui expliquais. Et donc ça, il entendait et apparemment, de ce qu'il m'a dit, ça l'a aidé au moment de son passage. Et j'ai trouvé ça absolument réconfortant de se dire que les personnes qui sont dans le coma ou qui sont atteintes de maladies dégénératives nous entendent et qu'il faut continuer de leur parler parce qu'elles sont là. Il était là, alors qu'on pensait qu'il était parti déjà, que son esprit n'était plus là. Si, il était là, il entendait tout. Et, et j'ai voulu parler de ça dans le livre justement pour communiquer cette information aux soignants notamment, parce que je trouve que c'est hyper important dans les EHPAD, dans les hôpitaux, de savoir ça. Et en plus, je ne suis pas la seule à le dire, il y a d'autres expérienceurs qui ont obtenu la même information. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais encore des sorties de corps de manière fréquente? Parce que dans le livre, à un moment, tu dis que tu en fais moins. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, quelle est la fréquence? Comment tu les utilises? Est-ce que tu as appris encore de nouvelles choses? J'en fais encore moins. Non, aujourd'hui... Il n'y a plus ce phénomène spontané? Non, ça s'est arrêté pendant ma grossesse. Pendant ma grossesse, je suis sortie peut-être 2 fois. Enfin 2 fois de mon corps. Et pendant toute ma grossesse, je ne pouvais plus sortir de mon corps. Je ne peux pas l'expliquer, mais ça ne se produisait plus. Après ma grossesse, ça a repris. Mais en fait, je manque tellement d'énergie que j'ai même pas envie. J'ai pas envie de sortir de mon corps. Parce que c'est des phénomènes qui demandent tellement d'espace mental pour traiter ce qui est vécu, pour intégrer ce qui est vécu. Là, j'ai beaucoup à faire dans cette vie-là, en fait. Et je suis contente aujourd'hui de pouvoir me concentrer sur des choses de la vie maternelle, de la vie matérielle, comme la maternité, parce que je crois qu'en fait, c'est ça qui compte, c'est cette vie-ci, et c'est ce que je suis venue faire ici. Les sorties de corps, c'est fabuleux parce que ça m'a ouvert à d'autres dimensions. Mais je suis ici pour une raison et je préfère me concentrer sur ce que j'ai à partager maintenant, sur ce que j'ai à vivre maintenant et à essayer d'appliquer les valeurs que j'ai construites avec ce que je vis de l'autre côté. Il y a de plus en plus de gens, du coup, avec ces témoignages qui ont envie d'essayer. Ça semble logique. Donc effectivement, il y a de plus en plus aussi d'informations sur Internet, de forme de tutoriels, comment sortir de son corps, qui a priori fonctionne. Est-ce qu'il peut y avoir un danger à le faire? Alors ça dépend de quel type de danger on parle. Un danger pour le corps physique, je ne pense pas. Quand on sort de son corps, on revient toujours à son corps. Même, quoi qu'il arrive. Ouais, on y revient. Ou alors on est mort, mais je pense pas que... Enfin, j'ai pas entendu tel expérienceur est mort suite... il n'y a rien qui semble aller dans ce sens-là. Les dangers de possession, souvent c'est ce qui fait peur aux gens. Non, il n'y a jamais de cas non plus. Quand on sort de son corps, il n'y a personne qui va venir à notre place. Donc, pourquoi il y a ce genre d'histoire-là? Je pense que ça fait partie de la culture Alan Kardec, spiritisme, et puis les films d'horreur, et puis le fait qu'on connaisse pas tant que ça sur ce phénomène. C'est un phénomène qui est encore mystérieux, qui a peu été expérimenté, on a peu écrit à ce sujet. Peu étudié, mais les personnes qui l'ont justement vécu et qui ont 40 ans d'expérience, eux, peuvent témoigner, et c'est ce que ces personnes nous disent. Non, il n'y a pas de danger. Comme cette dame dont tu parlais. Akena, ouais, mais il y a William Buhlmann, Bob Peterson, incroyable. Et par contre, là où je trouve important quand même de le rappeler, j'ai pris conscience avec mes expériences que la sortie du corps, c'est quelque chose qui peut être très déstabilisant pour le psychisme. Et je pense que si les personnes ont déjà une personnalité un peu fragile,
émotionnellement, ou je sais pas, des prédispositions à certaines psychopathologies, j'ai l'impression que ces expériences-là peuvent être fragilisantes. En dehors de l'aspect pathologique, quand tu dis fragile, Ouais. est-ce que tu peux donner des exemples? Si une personne, par exemple, n'est vraiment pas bien dans sa vie ici, et qu'elle va vivre des expériences de l'autre côté, où elle va avoir l'impression que c'est mieux de l'autre côté, peut-être que quand elle va revenir, elle va avoir envie de rester de l'autre côté. C'est de ça que je parle. Si une personne est Ça, là... c'est une forme comment dire, d'incitation... de sortir du réel. Oui, je pense que ça peut devenir une fuite. Une fuite, voilà, c'est ça. Je pense que ça peut devenir une fuite pour certaines personnes. Mon amie Sarah Grenier, qui est aussi psychologue clinicienne et psychothérapeute, elle a réfléchi aussi à la question du narcissisme, en disant ces expériences-là, quand il y a des fragilités au niveau du narcissisme, elles peuvent aussi amener une forme de décompensation et surgonfler le narcissisme de certaines personnes qui vont se prendre pour des gourous, qui vont avoir des égos surdimensionnés, et ouais, il y a des dérives possibles après avec la tentation sectaire, par exemple, ou des personnes qui vont finir complètement déconnectées de la réalité, qui vont penser qu'elles savent tout, qu'elles sont supérieures aux autres. Enfin voilà, il y a aussi par rapport au narcissisme, je pense qu'il y a des risques. Au niveau émotionnel, c'est une expérience qui est constamment en train de nous remettre en question, qui remet constamment notre vision du monde en question et qui pose énormément de questions. Avec la sortie du corps, on a beaucoup plus de questions que de réponses. Et l'être humain, il ne supporte pas l'incertitude. Donc comment vivre avec cette incertitude ? Moi, je suis revenue de plusieurs expériences. Pendant plusieurs jours, j'ai été bouleversée. Pourquoi ? Tu as un exemple ? Oui, alors l'expérience, le contact avec certains êtres, c'est bouleversant. J'ai vécu une expérience où je suis rentrée dans la peau de quelqu'un d'autre j'avais l'impression que c'était moi, mais dans une autre vie. Et Comme une vie antérieure ? Ouais, ou simultanée, je sais pas. D'accord. Je peux pas expliquer, mais j'étais dans la peau de quelqu'un d'autre. J'avais aucun contrôle par contre. J'étais juste spectatrice. J'étais dans son corps, j'avais accès à ses pensées, à ses perceptions, mais j'avais aucun contrôle, je pouvais pas intervenir. Et j'ai assisté à la mort de cette femme. Je suis morte avec elle, et elle est morte devant ses enfants. Et avec un sentiment terrible, parce que j'avais ses enfants devant moi, qui voyaient leur mère mourir, et quand je suis revenue à moi-même, j'avais l'impression que j'avais abandonné mes enfants, parce que je m'étais tellement identifiée à cette femme, et j'ai pleuré pendant au moins 3 jours, parce que je me faisais du souci pour ces enfants. Est-ce que c'était moi ? Mais ils étaient tout petits, et je suis morte, et je les ai abandonnés, et je suis revenue avec cette émotion, et j'arrivais pas à me dépêtrer de cette émotion. Et t'as essayé de demander à comprendre pourquoi tu vivais ça ? Je pense avoir compris. Parce que j'ai associé la mort de cette femme avec ses enfants, avec mon propre parcours, parce que depuis que je suis petite, je veux sauver les enfants. Donc, quand je suis partie en Indonésie, c'était pour aider les enfants à la rue dans la scolarisation. Avant ça, j'étais en protection de l'enfance. J'ai toujours voulu aider les enfants. Tous mes polars que j'écrivais parlent des violences faites aux enfants. J'ai un lien avec les enfants que je ne pouvais pas expliquer. Et paradoxalement, je ne voulais pas d'enfants. Parce que j'étais absolument persuadée que je serais une mauvaise mère ou que j'allais leur faire du mal. Et quand je regarde cette expérience, à supposer que cette femme était moi, eh ben, elle a perdu ses enfants, elle a le sentiment de les avoir abandonnés. Et dans la vie suivante, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut sauver tous les enfants du monde, mais elle ne veut surtout pas en avoir parce qu'elle ne veut pas reproduire l'abandon. Ce qui semble assez logique. Ce qui semble hyper logique. Et là, disons, je ne sais pas, c'est des hypothèses, peut-être que c'est une construction de mon inconscient, mais ça m'a paru, ça m'a éclairé sur qui je suis. Non, surtout, tu pleures pendant 3 jours. Ouais. C'est pas juste un rêve, c'est pas juste, c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Et pendant 3 jours, j'essaie de retrouver ces enfants en sortir du corps, et j'y arrive pas. Parce que je veux m'assurer qu'ils vont bien. Donc voilà, c'est des expériences qui peuvent ébranler le psychisme, l'émotionnel, et il faut être bien accroché, il faut rester terre à terre, parce qu'on peut à un moment donné se déconnecter de la réalité ou en souffrir. Mais donc finalement, les risques, ils ne sont pas au niveau de la vie, entre guillemets, physique, mais plus psychique. Psychique, totalement.
Je pense qu'il y a des risques psychiques. Et je pense aussi que c'est pour ça, j'ai remarqué maintenant que je suis dans le domaine ésotérique, de la spiritualité, qu'on rencontre tellement de personnalités qui ont l'air un peu déconnectées. J'en rencontre tout le temps maintenant, je reçois des messages de personnes, j'ai l'impression qu'elles sont plus tout à fait là. Elles sont dans, peut-être, je sais pas si je peux appeler ça des délires. Il y en a qui sont dans des délires psychotiques, vraiment. Il y a des personnes qui sont dans des délires psychotiques, et il y a d'autres personnes qui s'enferment dans une vision basées sur des expériences personnelles qui ont un peu perdu leur discernement, leur esprit critique, leur rationalité, parce qu'elles vont se plonger dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, adhérer à tout un tas de concepts, et ça devient assez dogmatique. Ouais, complètement dogmatique, et c'est une ratatouille ce truc, et on en croise beaucoup ces gens-là, et je pense que ça vient d'une fragilité à la base, c'est que ces personnes-là, peut-être, elles n'étaient pas prêtes à vivre une telle intensité émotionnelle pour garder les pieds sur terre. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans un domaine où c'est compliqué parce qu'on est vite décrédibilisé. Il y a tellement de personnes qui ont l'air perchées au sens là en haut, que c'est difficile d'arriver dans ce domaine et de dire non mais attendez, moi je suis une personne sensée, je suis une personne rationnelle, je suis pas dans du délire, je vais vous partager des expériences certes hors du commun, mais j'ai du discernement sur ce que je vis. Mais c'est dur de se faire une place dans ce domaine parce qu'on a du discrédit à cause de cet ensemble de personnes qui ont perdu pied. J'interviewais récemment une femme qui était médium sans le vouloir, entre guillemets, et elle disait, et ça rejoint tout à fait ce que tu dis, avant d'aller voir des médiums ou de faire des expériences de ce type, sortie de corps, etc., il faut déjà faire ce qui est à notre portée, c'est-à-dire un psychologue, un médecin. Oui. Et une fois que tout ça va bien... C'est ce que disent souvent mes amis psy, Sarah Besançon et Sarah Grenier. Et en fait, cette personne-là a déjà besoin de faire une psychothérapie pour déjà éclaircir ses idées avant d'aller parce qu'on va loin dans ces domaines. Et comme on est dans l'invérifiable, on peut très vite être aussi à la merci de ces personnes dont je te parlais tout à l'heure, qui pensent tout savoir, qui vont te mettre sur un chemin en te disant « je suis la vérité, suivez-moi ». Et quand on manque un peu de confiance en soi ou quand on découvre le domaine, on est content d'avoir quelqu'un qui pense avoir tout expérimenté, et on va suivre cette personne, on va s'en référer à lui, ça va devenir notre modèle, plutôt que de s'en référer à son expérience personnelle. Et c'est pour ça, quand je te parle, parfois c'est difficile pour moi de répondre à certaines questions parce que j'aime pas véhiculer une vision du monde. Là, je te parle de multidimensionnalité, je te dis... Mais là, c'est le témoignage de ton expérience. Après, oui, chacun en fait ce qu'il veut. Voilà, chacun en fait ce qu'il veut, mais ça reste mon opinion, ça reste un système que j'ai bâti à partir de mon expérience, et je demande surtout pas aux gens de me croire sur parole, et vraiment expérimenter par vous-même. Moi, ce que je vous rapporte, c'est mon expérience, c'est des expériences croisées, des données qui ont été accumulées, mais je crois que rien ne remplace l'expérience personnelle. Et la lucidité. Et le discernement, et l'esprit critique, oui, c'est très important. Aujourd'hui, là où tu en es, parce que j'imagine que ces années de sortie de corps, etc., t'ont fait énormément, pour le coup, évoluer et cheminer. Aujourd'hui, c'est quoi, entre guillemets, ta vision, toi, de la vie, de ce que tu es venu faire? Alors, pendant longtemps, j'avais donc cet appel, je te disais, j'avais envie de sauver le monde. Je voulais sauver tous les enfants de la Terre, faire de l'humanitaire, etc. Et je m'en mettais beaucoup sur les épaules. Aujourd'hui, j'ai pris conscience, et dans mes croyances actuelles, j'ai l'impression que ce qui est important se joue plutôt dans le quotidien, dans les petits gestes du quotidien. Et aujourd'hui, c'est plus important pour moi d'essayer de me connecter à moi-même, de rester centrée, et de me dire comment je peux vivre ma vie en étant le plus dans la joie, en étant le plus dans l'amour, mais dans mon quotidien, plutôt que de faire de grandes choses. Parce que pendant des années, je m'épuisais à essayer de sauver tout le monde. Comme je te l'ai dit, je n'arrivais pas à me mettre de limites, et je me fatiguais, au point qu'à un moment, j'ai dit, bon, je pars en van, je vais au contact de la nature, j'ai besoin de me ressourcer. Et aujourd'hui, je me dis, mais ce qui importe peut-être, c'est ce que je suis venue expérimenter, mon état d'être, et comment moi, dans mon quotidien, je peux faire les choses avec joie, faire les choses avec amour, arriver à acquérir une certaine paix intérieure. Et j'essaye beaucoup plus de travailler sur moi, parce que je sais que si moi, j'arrive déjà à me remplir de lumière, on va prendre une métaphore, je rayonnerai beaucoup plus. Et je serai beaucoup plus apte à partager ce que j'incarne plutôt que ce que je prêche.
Je dis oui, on est, à mon avis, dans cette vie, on est appelé vers l'unité, on est appelé vers plus d'empathie, d'altruisme, de prendre soin de l'autre, prendre soin de notre environnement. Mais en même temps, on est dans une expérience humaine et ça, je l'ai compris, c'est dur, c'est difficile d'appliquer tous ces préceptes. Et à une période, quand j'étais en philosophie, je voulais être une sainte et être parfaite dans tous les aspects de ma vie. Et ça me mettait une pression monstre qui me fatiguait énormément. Aujourd'hui, je reconnais mes limites, je reconnais les endroits où j'arrive pas, tout simplement, parce que c'est dur, parce que c'est une expérience terrestre, et c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis venue faire cette expérience-là, je suis aussi venue expérimenter l'échec, la difficulté, la souffrance, donc j'ai pas besoin d'être parfaite, j'essaie juste de faire de mon mieux et de lâcher prise parce que tout est ok. Voilà. Ça, c'est très bien. J'avais une dernière question, on aurait pu terminer là, mais elle me brûlait les lèvres quand même. Est-ce que tu pourrais nous raconter une ou deux, enfin, ce qui te vient, l'expérience les plus incroyables, tu en as déjà raconté plusieurs, que tu aies vécu justement dans ces sorties de corps, ou autre chose d'ailleurs, je ne connais pas toute ta vie. Les expériences les plus incroyables, donc, c'est la rencontre avec mon grand-père, dont je parle dans mon livre. C'est aussi une toute autre rencontre dont je ne vais pas parler là, mais qui est à la fin de mon livre. Ça a été fou. J'avoue, quand on le lit, c'est incroyable. Ouais. Mais l'expérience qui m'a le plus transformée, c'est cette rencontre avec des êtres d'un amour et d'une sagesse incroyable. Parce qu'en fait, ce qui m'a transformée dans cette rencontre, c'est que au contact de ces êtres, j'avais le sentiment d'être aimée dans ma totalité. Et qu'ils acceptaient toutes les parts de moi, y compris mes faiblesses, y compris mes défauts. Et moi qui avais toujours été hyper exigeante avec moi-même et peut-être dans l'incapacité de m'aimer complètement, je me suis retrouvée face à des êtres qui m'aimaient intégralement et d'un amour tellement fort que j'avais jamais ressenti ici. Et ça m'a remplie de me dire, mais je suis aimée comme ça, on peut m'aimer comme ça, mais ça veut dire que je suis digne d'amour. Et ouais, ça m'a remplie ça me remplit encore aujourd'hui. Tu pouvais avoir un dialogue, une forme d'échange. Je les ai vus plusieurs fois, ouais. Et quel genre de questions t'as pu poser, ou Alors déjà, alors c'est pas du langage verbal. Ouais. Jamais de mots. C'est ça qui est très étrange avec ces êtres-là. Ils communiquent pas par le langage verbal. Donc, je sais pas comment dire. C'est par télépathie. C'est comme des informations, des sensations, des images, un gros truc qui se mélange. Et ce que ces êtres m'ont communiqué, c'est qu'on était de la même famille. Et qui m'attendaient. Et je sais, j'ai la certitude aujourd'hui, la conviction, que quand je partirai de cette vie terrestre, je vais retrouver des êtres qui m'aiment profondément et que j'aime profondément, et c'est génial. C'est génial. Ben, c'est incroyable. Merci. Merci Julie. Donc je rappelle le nom de ton livre que j'ai lu en une après-midi. Hein. Vraiment, on n'arrive pas à le lâcher. Au-delà, quand l'expérience défie la science, et donc qui est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci.